moi, j'avais toujours rêvé, petite, d'être missionnaire en Afrique. Ou comme ça. Et à ce moment-là, je terminais des études. Je venais de terminer des études à l'Université de Sherbrooke en théologie. Puis, c'était le temps de la théologie de la libération. Alors, on en parlait beaucoup, c'était les années 75, 60, 79. En fait, je suis partie en 79. Puis, il y avait beaucoup de production théologique dans le sens du compromis, ça dit en français, du compromis avec les pauvres. Et on disait, on comprend la vie, on comprend Dieu, on comprend le sens des événements à partir de l'endroit où on a les pieds. Alors, je me disais, si je reste juste avec les pieds au Québec, et je vais juste comprendre un tout petit peu de la vie, alors j'aimerais ça élargir mes horizons et aller partager avec d'autres gens. L'idée de la théologie de la libération, évidemment, c'était d'aller à des gens qui ont moins que toi, qui n'ont pas les mêmes possibilités, les mêmes chances. Alors, j'ai donc accepté, quand Juliette Larousse, qui était ma provinciale dans le temps, qui m'a offert le Honduras, alors j'ai donc accepté d'aller au Honduras. Alors, j'étais contente d'arriver au Honduras. Mais j'avais fait un pacte, je disais, moi, c'est pas parce qu'on est dans des pays qu'on dit sous-développés ou pauvres, ou en tout cas en voie de développement, c'est pas parce qu'on est dans ces pays-là qu'il y a juste la pauvreté. Il y a des classes de pauvreté. Puis il y a des gens riches dans ces pays-là aussi. Puis il y a des secteurs plus riches que d'autres. Alors moi, c'est entendu que je voulais aller dans les secteurs les plus pauvres. Alors, il y avait toutes sortes de situations de pauvreté extrême. Là, moins maintenant, parce que je me rappelle dans la petite église où on allait au début au Manchen, les garçons, disons les jeunes, arrivaient très pieux. Ils venaient toujours aux messes, aux célébrations, mais beaucoup avec des chemises toutes déchirées, des pantalons déchirés, nu-pieds. Ça me frappait beaucoup. Les dernières années, non, ça avait changé beaucoup. Ça avait tout le pays, en fait, allait en se développant plus. Mais au début, c'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Puis autour où était l'église, il y avait un grand dépotoir avec on aurait pu sortir des centaines de camions de déchets qui étaient là depuis des années. Alors, un jour, on avait travaillé pour enlever une partie, puis de construire un salon sur place qui avait fait dire à Monseigneur Rodriguez, qui est au Vatican actuellement, qui est cardinal, qui disait à Francine, où as-tu trouvé du terrain pour construire ton salon? Moi, j'ai rien vu de terrain. Ben, j'ai dit, Monseigneur, vous vous rappelez qu'il y avait un dépotoir ici? Oui, bon, ben, le salon y est dessus. Alors, on cherchait toutes les occasions de nettoyer en même temps, de construire, d'offrir des services de toutes sortes à nos gens. Des belles gens, évidemment, mais qui étaient toujours les derniers servis par une ville qui s'occupe, comme partout d'ailleurs, où on ne s'occupe pas des pauvres. Les pauvres, ils sont invisibles. On avait donné à nos gens un petit cours de juridique pour au moins permettre aux pauvres de défendre leurs droits. Parce que là-bas, un pauvre, ça n'existe pas. Alors, au point de vue juridique, encore moins. Encore moins. Alors, on avait donné un cours, j'ai suivi le cours, des jeunes avocats nous donnaient ça. Mais après, quand on a eu fini, il s'agissait de le mettre en pratique. J'ai accompagné 28 cas de gens de la place qui ont eu des problèmes, qui ont eu des accidents qui étaient provoqués par, disons, des autos de riches ou des choses de même. On n'a jamais gagné un seul pas, même avec le... Même en luttant, en mettant un peu d'argent, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on ne pouvait pas rien faire.
rien fait. C'était bloqué. On disait en Haïti, quand il y a eu le tremblement de terre, qu'il y avait un apartheid entre les riches et les pauvres. C'est peut-être pas aussi fort au Honduras, mais ça existait. Ça existait. Je veux dire, la classe pauvre n'a pas de droit, n'a pas de pouvoir, n'a pas de voix. Alors, la voix, ils l'avaient un peu dans leur église, où ça chante, c'est vivant, ça accueille. Disons, ils compensent par au moins une vie communautaire locale qui les aide à se reconnaître comme personne, comme jeune, comme... puis, on avait donné des cours pour des célébrants de la parole. Un célébrant de la parole, c'est quelqu'un qui fait la célébration le dimanche si le prêtre ne peut pas venir, disons, ou qui fait des célébrations dans les maisons. Alors moi, j'avais dit au curé, c'est bien si les femmes peuvent participer, parce que c'est droit égal des femmes. C'est bien, invite les femmes, tout ça. Il y avait une jeune, elle était habillée bien pauvrement, puis elle était toujours en arrière. Elle venait toujours au cours, mais elle était en arrière. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, j'ai identifié qu'elle était illettrée. Pourquoi? Je ne me rappelle plus qu'est-ce qui m'a fait penser qu'elle était, parce qu'il y en avait toutes sortes qui venaient. Alors moi, je répétais toujours, s'il y en a qui ne savent pas lire, écrire, vous pouvez toujours aider un célébrant à faire, pas les lectures, mais à faire toutes sortes, il y a toutes sortes de choses, à inviter le monde. Un beau jour, elle n'était pas là, puis le lendemain, je la rencontre d'un petit chemin de terre. Excusez-moi, j'ai pas pu aller au cours hier. Pourquoi? Elle dit, parce que c'était mon dernier examen à l'université. Ah bon? Là, je fais un petit saut. Poum, poum, poum. Et oui. Et en quoi étudies-tu? Ben, je finis mon cours de droit, puis c'était mon dernier examen. Je l'avais identifié comme... Ouais, des fois, on juge parce qu'elle avait une apparence pauvre, était d'une famille pauvre, en arrière de l'église. Puis, comme il y avait beaucoup de monde, je n'avais pas eu l'occasion d'entrer personnellement en contact. Alors, moi qui pensais qu'elle ne savait pas lire et écrire, elle était avocate. Puis après, elle était juge, puis elle aidait toujours, elle disait toujours, « Ah, moi je me rappelle tout ce que vous nous avez enseigné à l'église, là, puis j'essaye de le pratiquer comme juge de paix. » En fait, on était appelés à faire toutes sortes de choses qu'on ne voit pas ici, en fait. C'est pour ça peut-être que le centre de la mission, ça te permet des adaptations, des contacts qui sont très différents. Et si tu acceptes d'aller, il faut que tu aies vraiment l'ouverture et vouloir t'adapter. Moi, je dis que l'adaptation, c'est une décision. C'est comme beaucoup de choses, mais il faut que tu décides de te mettre et d'être près des gens, de les aimer tels qu'ils sont. Une fois, je me rappelle, j'avais fait une célébration mortuaire là, autour. Il n'y a pas de funérailles là-bas, mais on fait une célébration autour du cercueil de la personne dans sa maison. Puis c'est moi qui l'avais faite. Puis il y avait une bonne petite ancienne quand elle est sortie. J'aimerais ça que ce soit vous qui priez pour moi quand je vais mourir. Alors, il y avait toutes sortes de contacts, de tendresse, de beauté, de vie avec ces gens-là. C'était très, très fort des fois, très, très fort. On est là pour s'engager au service des autres. On est là pour donner sa vie au service des autres. Pour essayer que l'autre se libère, que l'autre soit heureux, que l'autre croise. Alors, c'était vraiment une spiritualité très, très forte. Moi, j'ai été heureuse sur le plan de la foi de la région d'Amérique latine. L'orientation, quand on avait des réunions de compagnes, c'était très beau. Ce qu'on pouvait échanger entre nous autres, ce qu'on pouvait réaliser, c'était très beau. Alors, c'était... Tu avais comme un ressourcement fort, alors tu pouvais aussi donner de façon exigeante, tu
fois t'exiger toi-même pour donner tout ce que tu pouvais. Alors, pour moi, autant le temps, ça c'était le temps au Honduras, mais au Guaté, c'était à peu près la même chose. Là, j'étais venue un an pour me reposer, puis je suis retournée, mais là, c'était très différent. Au lieu d'être dans une capitale, j'étais à 10 heures d'autobus de la capitale, dans les montagnes, à 2500 mètres de montagne, où là, c'est plus la chaleur du Honduras que j'avais connu avec mes petites blouses et mes petites jupes les plus légères possibles. Là, c'était assez froid en montagne. Moi, en tout cas, comme je répète, les 30 ans que j'ai passé là-bas, c'était des années de vie à tout point de vue. À tout point de vue. Une vie reçue, une vie donnée, des contacts enrichissants avec nos gens là-bas, autant au Honduras qu'au Guaté, du beau monde, et puis ça a été merveilleux. Et moi, je rends grâce à Dieu pour ça, parce que c'était très beau.